L'after revient, l'after avec vous jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, avec Jonathan Macardy et avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et c'est l'heure de mon avis tranché. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Dans quelques instants, on accueillera Bruno Satin, d'ailleurs, agent de joueur, qui va nous donner son avis sur ce nouveau phénomène. Le business n'a pas d'âge, parce qu'on parle beaucoup de mercato dans cette période estivale. Et je vous parlais d'un mercato un peu spécial, vous avez sans doute entendu parler, même si le nom des joueurs ne vous dit pas forcément grand-chose. C'est ces joueurs qui sont stagiaires pro, qui n'ont pas encore signé de contrat professionnel, mais qui vont le signer et qui sont déjà préemptés, même recrutés par des clubs, et en l'occurrence par des clubs français. Alors que jusqu'à présent, on avait connu ça, ce phénomène-là, avec des clubs étrangers. On s'en alarmait parfois et on voyait des jeunes joueurs partir très très tôt, du côté de Manchester United par exemple, qui s'en était fait une spécialité. Il y a des scouts qui repèrent ces joueurs-là. Et bien cet été, on a vu plusieurs joueurs, notamment qui ont signé à Lille, et c'est là où c'est intéressant, parce que évidemment ils ont signé à Lille et à Monaco. Dabila, par exemple, il a 20 ans, il a signé à Monaco. Boukolda, 21 ans, qui a signé à Lille, qui venait de Monaco. Fodé Ballo-Touré, qui était au PSG, qui a signé également à Lille. Soumaré, pareil, qui était au PSG, qui a signé à Lille. Donc 2 de Monaco, 2 du PSG, hop, du côté de Lille. Gaspard, vous avez peut-être entendu parler de ce joueur, parce qu'il a fait quelques apparitions en Ligue 1 l'an dernier, qui a signé à Monaco. Il vient de Lyon. En l'occurrence, il a été prêté aujourd'hui d'ailleurs au Cercle de Bruges, effectivement. Des joueurs, il y en a d'autres, il y a Jordan Tell qui a signé à Rennes également. Alors, pourquoi ? Parce que, évidemment, ça peut être une façon de progresser et d'arriver un jour à être titulaire dans leur nouveau club. Mais évidemment, il y a du business là-dessous, parce que ces joueurs-là, ils ne coûtent pas grand-chose au club qui les achète. En l'occurrence, on doit rémunérer les années passées dans les clubs de formateurs. Ça représente par exemple 400, 450 000 euros, 500 000 euros à tout casser, ce qui n'est pas une somme importante pour un club de foot aujourd'hui, surtout pas pour un club comme Monaco par exemple. Et évidemment, ces joueurs ont un gros potentiel, et donc un gros potentiel à la revente. C'est donc une histoire de business, mais aussi une histoire sportive. Alors, dans le foot français, Bernard Caillasot s'en est ému. Il y a eu un dossier dans l'équipe samedi dernier. Bernard Caillasot s'en est ému, et même Jacques-Henri Hérault, en disant c'est la loi de la jungle, et dans la loi de la jungle, à la fin, c'est le plus fort qui gagne. Il y avait une sorte de pacte de non-agression entre les clubs français, en se disant on ne va pas se chipper les jeunes qui sont à cet âge-là et qui sont encore stagiaires. Et maintenant, ce pacte a volé en éclats. Alors, moi, vu de l'extérieur comme ça, je me dis le business is business. Ce sont de jeunes joueurs, ils ne partent pas n'importe où. Quand tu pars à Monaco, quand tu sais que Monaco peut faire jouer d'ailleurs ces jeunes-là, y compris en équipe première, même si là, en l'occurrence, le joueur a été prêté, on sait qu'il y a une idée de progression. Donc que tu penses que ta progression va être meilleure en allant à Monaco ou même à Lille, pourquoi pas. Après, je comprends l'inquiétude, parce que quand on voit que Lille le fait cet été comme par hasard, on voit très bien qu'il y a une idée derrière la tête, puisque ce club-là recrute beaucoup, et y compris d'ailleurs pour son équipe première, avec l'idée de revendre. Donc mon idée première était de dire je suis pas spécialement choqué, parce que c'est l'histoire, c'est la vie. Ces joueurs-là, on ne leur force pas la main. Ils ont choisi d'aller dans le club, c'est le foot. Maintenant, je peux comprendre peut-être que on s'alarme, et je suis prêt à entendre d'ailleurs divers avis. Et voilà, mon avis, c'était de dire, moi, ça ne me choque pas, mais est-ce qu'il y a lieu d'être choqué ? Est-ce qu'il y a un danger derrière tout ça ? On va en parler. Un avis d'abord à vous deux, messieurs, puis on accueillera Bruno Satin dans quelques instants. Jonathan. Il y a du pour et du contre. Ça va jouer des grands robins d'eau tiède. Le pour, c'est qu'évidemment, tu gardes tes bons joueurs, tes futurs bons joueurs, tes bons potentiels, tu les gardes en France, tu les gardes en Ligue 1. Mais le problème, ce qui risque de se passer, et après, moi, je maîtrise pas le sujet, donc je vais juste me contenter de ça, c'est qu'on risque d'avoir une sorte de scission, de grand écart qui va se creuser entre les clubs qui ont les moyens d'investir sur ces jeunes joueurs-là et d'autres clubs qui forment probablement des bons jeunes avec moins de moyens, qui risquent à chaque fois de se la prendre un peu à l'envers. Alpha. Et un autre problème, c'est que est-ce que ces clubs-là vont continuer donc à former, sachant qu'ils vont se faire piller à un moment donné aussi. Ça aussi, c'est le véritable problème qui va venir. Mais j'ai envie de dire, c'est le football, comme tu l'as dit, c'est le business, et celui qui a plus de moyens forcément va piller, comme on le fait également avec d'autres continents, comme on le fait avec d'autres petits clubs quand on a 12-13 ans. C'est juste, cette fois-ci, c'est à une échelle plus grande et c'est beaucoup plus vu. Et moi, dans l'ensemble, je serais plutôt satisfait, parce que d'habitude, ça se faisait à l'étranger. Désormais, on aura la chance de les voir ici. Ils vont avoir une progression. Ils sont souvent prêtés. Oui, ils sont souvent prêtés à l'étranger aussi. Il ne faut pas oublier aussi que ces jeunes qui choisissent ces centres de formation comme Lille, Monaco ou Lyon, c'est peut-être une idée derrière la tête, comme quoi ils vont avoir plus de temps de jeu aussi. Enfin, voilà, faut voir ça. Bruno Satin est avec nous. Bonsoir Bruno. Est-ce que Bruno est là ? On ne l'entend pas. Il est avec nous. Bruno Satin. Il faut juste qu'on mette peut-être le retour ici dans le studio, comme ça on va l'entendre. Bruno,
Il est là, Bruno, il n'est pas là. Bon, Bruno Satin n'est pas là. Dans quelques instants, on le retrouvera, Bruno Satin, l'agent de joueur. Il va nous donner son avis parce qu'évidemment, il connaît un peu le microcosme et il peut nous dire si c'est vraiment une tendance nouvelle. Si, donc évidemment, oui, c'est ce que je disais, Flo, c'est un petit peu comme l'école. Quand tu changes d'école, tu vas dans une meilleure école, c'est que tu as un plan d'avenir, de carrière ou de réussite de la vie professionnelle beaucoup plus... tu réfléchis à ça, quoi. Donc quand ils vont dans un club qui font jouer beaucoup plus de jeunes, peut-être que c'est aussi dans cette logique-là, il faut voir ça. Alors, est-ce que, par ailleurs, d'ailleurs, sur ces joueurs-là, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, est-ce que quand on est au PSG, par exemple, qu'on s'appelle Fodé Ballo-Touré ou autre, on se dit pas, tiens, en plus au PSG, on donne pas vraiment la chance aux joueurs, parce que comme par hasard il se retrouve, alors après ça dépend le choix de club, je sais pas s'il est le bon, mais est-ce que le PSG justement ne donne pas une image de club qui fait difficilement confiance à ses joueurs? Il y a Rabiot, Kimpembe quand même. Il y a Rabiot et Kimpembe, oui, mais il faut dire que quand chaque pré-saison tu vois une palanquée de jeunes qui font la pré-saison avec le Paris Saint-Germain et au final est-ce qu'ils ont vraiment leur chance en équipe première? Ouais, c'est compliqué. Alors que tu as des joueurs qui sont tout à fait valables pour d'autres clubs de Ligue 1. Je pense par exemple à Nkunku, que je trouve très très bon. C'est évident qu'il n'aura jamais sa chance, enfin du moins à court terme au Paris Saint-Germain. Et dans ce cas-là, tu pars. Calegari, que je connais bien, Florent, c'est pareil. C'est la même chose. Donc au final, tu vois, il part en tournée comme l'an dernier, mais après derrière la tournée, il n'y a pas eu grand chose. Et c'est dommage parce qu'il a du ballon, il a du ballon. Alex Jordan aussi qui pouvait éventuellement y aller. Et du coup, le fait de savoir qu'ils vont rester en France, pour moi, je trouve ça quand même, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, c'est sûr. On a Bruno Satin cette fois. Salut Bruno. Oui, bonsoir Florent. Bienvenue dans l'after, un habitué de l'after, Bruno Satin. Bonsoir à tous. Tu as entendu notre débat sur ces jeunes joueurs. C'est vrai que c'est une nouveauté pour toi qui connais bien le milieu. D'abord, est-ce que c'est vraiment nouveau et est-ce que c'est un risque ou pas? Parce qu'on a entendu les dirigeants français s'alarmer, enfin du moins certains dirigeants s'alarmer de cette nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, ils ont modifié un petit peu le fonctionnement, à savoir que c'était une anomalie, mais ça favorisait plus l'exode des joueurs à l'étranger que le fait de pouvoir les garder en France. C'est-à-dire que les règles étaient plus contraignantes pour des clubs français qui voulaient prendre des joueurs français que pour des clubs étrangers qui pouvaient se servir chez nous. Donc ça a été corrigé naturellement. C'est les plus riches qui en profitent, et puis c'est aussi les plus judicieux, les plus connaisseurs, ceux qui ont fait un meilleur scouting, qui sont capables d'anticiper, qui connaissent les situations contractuelles des joueurs, ce qui leur permet de se positionner un peu plus tôt. Alors c'est le cas d'ailleurs on dit que Lille là est en train de développer un système de scouting, y compris sur l'Île-de-France. Toi, tu as ces retours-là également du côté du projet lillois? C'est clair que, de toute façon, à tous les niveaux, Lille, ils sont en train de vouloir se positionner au top niveau pour pouvoir rapidement prétendre à jouer la Ligue des Champions, exposer leurs bons joueurs ou leurs très bons joueurs, et puis les mettre en vitrine de la même manière. Tout ce que Luis Campos avait pu faire à Monaco, ils vont essayer de dupliquer ça avec Lille, quoi. Alors d'ailleurs on a entendu Marc Inglat qui a défini ça de manière assez pragmatique, hein. Il y a un pragmatisme qui est de dire attendez les gars, si effectivement les autres sont pas capables de le faire, nous on va le faire. Oui, effectivement, là c'est le pragmatisme. Ils font absolument rien d'illégal, qui soit interdit. Donc il n'y a personne qui empêche effectivement de détecter les talents. Alors si c'est en région parisienne, c'est des très jeunes joueurs qui n'appartiennent pas encore à des structures professionnelles. Mais après, quand il y a des joueurs qui appartiennent à des structures professionnelles, ils s'interdisent pas, quand le joueur les intéresse, de surveiller la situation contractuelle, de surveiller l'évolution des joueurs et de voir si ça a un sens de les recruter, comme ils ont pu faire avec le jeune arrière-gauche du PSG, Ballo-Touré. Alors justement, Inglat il dit autre chose, d'ailleurs de plus intéressant à mon avis encore. Il dit mais la formation en France est faible. Il dit en gros nous on les prend parce que en gros tactiquement on va leur apprendre plus de choses. Et ça finalement on dit toujours, il y a une sorte de rengaine qui dit en France, puisqu'on a de bons jeunes, on dit on est bon formateur et on forme pour les autres. Et lui Inglat il dit non, nous on les prend parce qu'on va les former mieux. Qu'est-ce que tu penses de cet avis-là? C'est un petit peu excessif de mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'il y a des gens qui forment très bien. Maintenant, là où effectivement en France il y a quelque chose qui est très bien fait, c'est la détection au plus jeune âge. Il y a les centres de préformation, donc il y en a déjà un certain nombre qui sont passés au peigne fin, qui permettent de détecter un certain nombre de bons joueurs. Après, peut-être que dans la bouche de Marc Inglat, c'est sans doute
sur le plan peut-être de les développer sur le plan technique, alors que bon, nous pendant des années, on a travaillé sur le plan athlétique et sur le plan tactique. C'est quand même, je veux dire, s'ils étaient vraiment mal formés, les clubs étrangers viendraient pas en permanence se servir chez nous. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, vas-y. Ouais, Bruno, juste quelques questions comme ça là-dessus qui me passent par la tête. En ébauche de solution, tu dirais quoi? Augmenter l'indemnité de transfert de ces jeunes-là pour empêcher que ça devienne un pillage systématique de la part des plus riches, ou obliger par exemple un jeune qui a été formé à partir de 14 ou 15, 16 dans un club à honorer 2 ou 3 ans de contrat dans son club formateur? Ça pourrait être des solutions envisageables, pour toi? Disons qu'elles ont déjà été un peu toutes envisagées. Ouais. Il faut savoir que, bon, à côté de ça, il y a les conventions collectives du football, hein, la charte du football, qui impose aussi un certain nombre de choses au club. Donc, il faut encore une fois que ça puisse s'inscrire globalement dans les règlements européens. Parce que si on fait encore des trucs franco-français, ça protégera de rien. Hein. Donc, il faut véritablement que ça soit, enfin que là, à ce niveau-là, l'UEFA soit partie prenante sur ces discussions-là et décide de protéger les clubs européens, enfin les clubs formateurs dans leur ensemble. Alors peut-être que ça passe par une augmentation des indemnités de formation, de façon à ce que ça soit plus difficile, mais en même temps, très sincèrement, quand il y a du talent, il y a tellement d'argent aujourd'hui que ça ne va pas freiner. Je veux dire, si Manchester City veut prendre un joueur et que ça coûte 1 million au lieu de 500 000 euros, ça ne va pas les stopper, hein, clairement. Donc, alors tu augmentes le pourcentage à la revente, tu vois, tu le revois quasiment, tu le multiplies par 2, ou je sais pas, je raconte des conneries, mais ça pourrait être des solutions comme ça. Alors, tiens, Bruno, une autre question avant qu'on te laisse, parce qu'on va profiter pour parler un peu mercato. Quand on voit que Neymar là, est à nouveau, c'est des rumeurs, hein, annoncé au PSG, est-ce qu'on est toujours dans la même histoire de ces joueurs qui, comme il l'a fait déjà l'an dernier d'ailleurs Neymar, sont plutôt là pour essayer d'augmenter leur propre salaire dans leur club, ou est-ce que vraiment d'après toi il y a par exemple un fond de vérité dans cette affaire? Très sincèrement, je veux dire, l'expérience de l'année dernière nous a appris que, clairement, Neymar et son entourage se servaient uniquement du PSG, un club qui était prêt à faire des folies, pour demander au Barça le contrat le plus proche possible de ce qu'il pouvait lui proposer le PSG. Donc, tu crois pas trop, quoi? Ouais, c'est vraiment difficile de débaucher ces top joueurs. Il faut qu'ils aient des raisons objectives à un certain moment de quitter l'endroit où ils sont. Il vit dans un club très grand, dans une ville très bien. Il peut profiter de la vie qu'il a envie de mener. Il est extrêmement bien payé déjà. C'est ça la difficulté pour le PSG aujourd'hui. C'est ça la difficulté, c'est que malgré le fait que le PSG ait des moyens hors normes, ses concurrents directs ont les mêmes moyens. Et puis ils ont un palmarès, ils ont des atouts à faire valoir également, quoi. Un dernier mot sur l'OM, parce qu'on a eu un gros débat tout à l'heure sur l'Olympique de Marseille. L'idée, c'est que ce qui ressort, c'est qu'ils ont fait un recrutement pour l'instant à un bon rapport qualité-prix. Est-ce que toi, tu estimes que l'OM est plutôt bien placé sur le marché des transferts? Ils sont plutôt intelligents depuis ce début de mercato? Ouais, globalement, ça me paraît cohérent, ça me paraît pas mal. Ils font des choses pour avoir une certaine efficacité et des certains résultats rapidement, très rapidement. Et Bruno, ils se laissent pas faire surtout. Pardon ? Ils sont durs en négociation. Ils n'ont pas la pancarte du pigeon avec le nouvel investisseur qu'on va plumer. C'est surtout l'impression qu'on en a. Oui, faut savoir que, je veux dire, quand on veut se positionner sur les dossiers sur lesquels ils veulent se positionner, on parle avec des gens qui ne parlent qu'en salaire net d'impôt. Donc, quand vous ramenez ça au brut, plus les charges et tout en France, ça vous fait des additions colossales. Et là, on prend véritablement conscience des difficultés que représente attirer des joueurs de top niveau en France, quoi. Donc, parce que dans l'idéal, l'OM souhaiterait peut-être démarcher des joueurs qui peuvent intéresser le PSG aussi, mais bon, ils ne peuvent pas lutter sur le plan économique parce qu'ils n'ont pas les ressources qui correspondent, quoi. Donc c'est extrêmement difficile, donc ils sont obligés de se positionner sur des mecs qui vont être un petit peu plus sans doute en fin de carrière, mais bon, ils ont quand même réussi à renouveler Thauvin qui a fait une très bonne saison pour eux,
Et non, je pense qu'ils font globalement quelque chose de cohérent. Après, il faudra voir comment ça va prendre, quoi. Ouais, sur notamment leur recherche d'un attaquant en fin de mercato. On va voir si effectivement ils arrivent à dénicher la perle rare. Bruno Satin, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'after. C'est un message toujours remarqué dans l'after. D'ailleurs, qu'est-ce que tu avais pensé du match de l'after? Parce que c'est la dernière fois que je t'avais vu t'as repéré quelque chose ou pas? J'ai vu Franco trop là sur le côté droit, bon débordement, bon finish sur l'occasion finale pour ramener le score à des justes proportions, mais bon, c'est quand même l'équipe Roten qui a ramené la timbale. Hein, ouais, donc, d'ailleurs, tu as marqué que si tu allais recruter, c'est du côté de Plessis-Robinson, hein, il y avait les meilleurs joueurs. Ouais, j'ai vu qu'il y avait 2-3 renforts extérieurs, j'ai noté. Ouais. Merci en tout cas à toi. Salut. Et merci avec plaisir, de ton expertise sur ces sujets-là pour tous ces problèmes de mercato dans cette période qu'on vit à l'heure actuelle. Donc voilà, sur ce sujet-là, vous pouvez évidemment, on pourra en reparler, hein, on a tout l'été, parce qu'à mon avis, c'est pas terminé. Mais à noter quand même que dans la politique de Lille, en dehors de ces achats de jeunes joueurs, il y a les achats tout court, il y a le projet global avec les structures qu'on avait bien expliquées. Et Marc Inglas l'a raconté également dans cet article de l'équipe, il y a le scouting. Et là, ils disent aussi, tout ça, c'est un défi aux autres clubs. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent en place au moins une structure cohérente, quoi. Puis, on parlait de l'OM. On voit quand même que c'est possible de retenir ces jeunes, mais que ça demande beaucoup d'efforts. Parce que l'argent qui a été mis sur la table pour Bouba Camara, la prolongation de contrat qui a dû être accordée à Maxime Lopez aussi. Maxime Lopez qui a signé pro alors qu'il aurait pu partir à l'étranger, comme tu l'évoquais. Non, ça challenge un peu tous ces clubs-là, c'est sûr. C'est clair. Allez, voilà, dans quelques instants, l'alpha tranché d'Alpha. L'alpha tranché d'Avi Baldé. Alpha Baldé va nous donner son avis sur la CAN. La CAN dont on dit qu'elle pourrait être organisée l'été. Ça pourrait arranger les Européens, mais pas forcément les Africains. Il va nous expliquer tout ça. Et puis après, il y aura le Je m'en fous pas et le quiz. À tout de suite dans l'after.